Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, éduquer aux pratiques du numérique. Vous le savez, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, on suit à nouveau notre famille tout écran dans ses aventures. Nouvelles péripéties à venir. Une idée derrière la tech aujourd'hui avec Amélia Matar. Amélia, tu as lu pour nous un roman formidable, Troll Me Tender, où des réalités du cyberharcèlement se déclinent en littérature. Oui, j'ai choisi un roman qui aborde sans détour la question du cyberharcèlement. Qui sont les influenceurs et les trolls qui les tourmentent? Réponse tout à l'heure. Absolument, on le saura avec toi. Notre question du jour, elle porte sur l'adolescence. C'est un peu un livre au long cours dont on est l'héroïne ou le héros. Comment écrire sur ce passage initiatique de l'enfance à l'âge adulte? Génération 90, 2000, millénial ou Gen Z, l'adolescence est-elle un éternel recommencement? On en parle, dites donc, avec nos invités. Géraldine Dormoy. Géraldine, vous êtes journaliste, désormais consultante et freelance, autrice de ce très bel ouvrage. L'âge bête, c'est aux éditions Robert Laffont. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis on est aussi en plateau avec Guy Birenbaum, journaliste dans l'âme lui aussi, et cette plume dans la plaie, chevillée au corps, auteur de Toutes les histoires sont vraies. C'est aux éditions Braquage. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et puis en deuxième partie d'émission, on sera rejoint par Sarah Léon. Sarah nous parlera du prix Clara, un concours de nouvelles écrites par des ados pour les ados. Elle en a été lauréate, elle en est désormais jurée. Mais d'abord, focus. Comment réagir face aux images pornographiques quand on est parent et quand on est enfant? Question qui se pose aujourd'hui à notre famille tout écran. Nouvel épisode de cette série en partenariat avec le Clémy. Oui, parce que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est, si tu veux, il faut faire attention, parce que des fois... Oh là, je crois qu'il va encore bugger. Et c'est pas ça, parce que là où il faut faire, tu postes quelque chose. Toi, t'es bien, mais c'est pas... Bon, je te traduis. Ton père veut te parler de sexualité. Voilà. Et te mettre en garde contre les vidéos pornographiques que tu peux voir sur Internet. Oui, parce que là... Parce que tu les regardes volontairement ou que tu sois tombé dessus par hasard, oui, parce qu'il faut savoir que quand tu vas sur certains sites, des fois, ça t'ouvre des pop-up avec des vidéos très crues. Partout, et là... Il faut toujours garder à l'esprit que ça n'est pas ça, l'amour. Ah non. Ce n'est pas du tout représentatif de l'intimité d'un vrai couple. Oui, parce que les... Voilà, il a fini. Je sais. Attention, certains sites internet ouvrent des images pornographiques et tu n'as pas envie d'avoir ça sous les yeux. Alors mon petit conseil, installez un contrôle parental et un bloqueur de publicité. Et si un enfant m'utilise, il faut un adulte pour l'accompagner. Tu sors? Bah oui, pourquoi? T'es encore inquiet? Mais non, alors moins inquiet, pas du tout. Respire un coup, ça va aller. Mon bébé... Les images porno qui s'invitent sur les écrans, parfois, de nos ados, mais pas que. Géraldine Dormoy, vous êtes l'autrice de ce très beau roman, de ce très beau récit, L'âge bête, aux éditions Robert Laffont. Vous revenez aussi à la découverte du porno à l'adolescence et à ces images qui vont s'imposer d'elles-mêmes, peut-être un peu plus aujourd'hui pour cette génération connectée. Comment est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'images pornographiques aux enfants? Est-ce qu'il faut forcément... leur demander de s'en méfier, ou est-ce qu'au contraire, l'éducation à la sexualité, qui est d'abord une loi, je le rappelle, de juillet 2001, la loi Aubry, c'est aussi une nécessité aujourd'hui d'en parler ouvertement? Alors, moi, j'en parle depuis mon point de vue de maman d'un fils de 11 ans. Et le sujet n'est pas encore arrivé dans notre famille. Et en fait, je m'y prépare, mais je le laisse venir. Donc, je n'ai pas, j'ai pas envie de commencer à lui dire qu'il faudrait se méfier de certaines choses et de lui parler de trucs qui sont inimaginables tant qu'on n'y a pas été confronté, en fait. Mais avec mon mari, c'est vrai qu'on en parle et je me dis que sur le moment, le plus important sera de mettre des mots sur ce qu'il aura vu, en fait, et de lui le laisser parler pour voir quel sera son ressenti, parce qu'il y a plein d'images possibles et qui sont inimaginables. Donc je ne saurais pas en parler tant qu'on n'aura pas le sujet
venu. Eh bien, on verra le moment venu. Ce moment venu, tiens, on va en parler tout au long de cette émission aujourd'hui dans l'école du futur, puisque la valeur n'attend pas le nombre des années. Dites donc, l'adolescence est un livre ouvert. C'est la première partie du talk. Et aujourd'hui avec nous en plateau pour justement aborder la littérature à l'heure de l'adolescence. Géraldine Dormoy est avec nous. Géraldine, vous êtes journaliste, consultante, autrice de L'âge bête, encore une fois aux éditions Robert Laffont. Vous êtes aussi l'autrice de ce compte Instagram extrêmement suivi qui nous permet aussi de pouvoir nous mettre dans vos pas, notamment d'instagrammeuses et d'influenceuses positives. Guy Berenbaum est aussi à nos côtés. Guy, encore une fois, journaliste là, mais auteur de Toutes les histoires sont vraies, c'est aux éditions Braquage. Et Amélie Amatar, évidemment, tu es avec nous comme toujours en plateau. Pontoise, 1990, quelqu'un sur ce plateau a 14 ans et 2 ou 3 incertitudes. C'est vous, Géraldine Dormoy, dans L'âge bête, cet âge de raison, cet âge qui finalement vient s'enchevêtrer dans nos vies, c'est l'adolescence. Écrire sur l'adolescence ou à hauteur, justement, d'ado, ça permet tous les possibles. À hauteur d'adolescence, je ne sais pas, parce que moi j'ai 46 ans aujourd'hui et je n'ai pas eu envie de me remettre complètement dans la place que j'étais à 14 ans et je n'avais pas du tout envie de revivre mon adolescence telle que je l'avais vécue. C'était plutôt la revisiter et la regarder avec mes yeux d'adulte et avec, je l'espère, plus d'indulgence finalement. C'est vrai qu'on peut se dire que quand, rétrospectivement, on revit cette période, on réécrit sur cette période, on a peut-être parfois tendance à être un peu plus indulgent avec l'ado qu'on a été, ou finalement un peu plus acerbe, Guy, parce que c'est aussi une des périodes de votre vie que vous revisitez dans Toutes les histoires sont vraies, ou pas d'ailleurs, on l'apprendra au fur et à mesure de ce récit compilé sur plusieurs petites nouvelles. D'ailleurs, vous employez le « il » à la place du « je » pour parler de vous. Pourquoi ? Parce que je ne l'aurais pas écrit si j'avais écrit « je », tout simplement. Et j'ai voulu mettre, par rapport à cet adolescent, cet enfant, parce que je remonte assez loin, une distance entre l'auteur et le héros dont je parle. Et pour le coup, ça correspond plutôt à ce que dit Géraldine, c'est-à-dire qu'à 61 ans, désolé... votre carte d'identité vous manque, voilà, vous le savez. À 61 ans, je ne pense pas qu'on puisse être le je qu'on était à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14, etc. Et donc, cette distance, elle permet aussi, pour le lecteur, de s'identifier à différents moments en fonction de l'âge. Et d'ailleurs, tous les chapitres sont marqués par l'âge du héros. Absolument. Il y a les années et l'âge à chaque fois. Et je pense que c'était impossible, enfin en tout cas pour moi c'était impossible, de le faire en ayant le je devant chaque phrase. Je trouve que c'est affreux. Cette datation, elle est importante dans vos deux romans, dans vos deux récits. En l'occurrence, c'est vrai qu'on revient avec vous sur ces années qui ont marqué à la fois ce passage, encore une fois, de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte ensuite. C'était important de réimprégner ce temps-là. Parce qu'on peut se le dire, dans l'adolescence, il y a quand même une idée d'universalité sur les questions qu'on va devoir traverser, qu'on va se poser, qui vont aussi s'imposer finalement dans nos vies. Il y a quelque chose d'universel justement dans cette adolescence, mais pourquoi vouloir encore une fois le figer dans le temps ? C'est juste pour rappeler le contexte avant tout ? Moi, je pense que c'est très important de dater les choses. Alors, c'est peut-être le côté journaliste qui ressort, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, notamment pour les lecteurs les plus jeunes. Moi, j'ai 3 filles, donc je pense à mes 3 filles. Donc, je raconte des choses qu'elles ne connaissent pas. Je parle d'objets dont elles n'ont pas connaissance. Je pense au vidéoclub, je pense à la cabine téléphonique. Quoi ? Cabine téléphonique à pièces. Puis la cabine téléphonique à carte, la cassette audio, la cassette vidéo, toutes ces choses, si on n'est pas précis, si on n'a pas une sorte de datation au carbone 14, je pense que ça tombe à l'eau. Il faut être hyper précis dans toutes les descriptions. Et l'émotion, justement, je pense, en tout cas chez les lecteurs qui sont contemporains des histoires que je raconte, elle vient de cette précision. Et la curiosité,
pour les plus jeunes des lecteurs, justement, elle est là de découvrir qu'est-ce que c'était que ces cabines téléphoniques, qu'est-ce que c'était que ce truc. Et je vois bien comment ça imprime différemment sur les gens en fonction de leur génération, c'est-à-dire s'ils ont vécu ou s'ils n'ont pas vécu. Géraldine. Oui, et ça permet aussi de se rendre compte d'à quel point nous, on a changé par rapport à hier, par rapport à quand on était ado, mais le monde dans lequel on baignait a changé aussi. Et donc notre regard, il est forcément complètement décalé parce que non seulement on était une autre personne, mais le monde était une autre personne. Et moi, donc c'était il y a 30 ans. Et le monde d'il y a 30 ans, il suffit de regarder une pub, je parle d'une pub Impulse de Déo, et on se dit, mais dans notre monde post-MeToo, ce serait tellement impossible de faire cette publicité aujourd'hui et de se dire, bon, bah, c'est bon, en fait, il y a vraiment une très grande distance et ça rassure un petit peu quelque part. Il faut rappeler que dans cette pub Impulse, un inconnu vous offre des fleurs quand vous parfumez, justement, ou quand vous déodorez à l'Impulse. Oui, il y a bien pire, on est d'accord. Il y a eu bien pire en matière de publicité dans les années 90 et même le tout début des années 2000. Allez, on va aller jusque-là. Justement, cette génération, alors 90, je vous inclus dedans. C'est gentil. 2000, Millennial, Gen Z, mis à part les disruptions technologiques, encore une fois, qui sont extrêmement marqueurs de ce contexte et aussi des façons dont on va aborder finalement la société dans laquelle on évolue quand on est ado. Est-ce qu'encore une fois, il y a un dénominateur commun au moment de l'adolescence ? Tous les ados que nous avons été, que nous serons pour certains d'entre vous peut-être un jour, ont quand même un dénominateur commun ? C'est l'apprentissage tout simplement de la relation sociale qui, à mon avis, tout le monde est confronté. Moi, ce héros qui pourrait me ressembler est particulièrement maladroit avec les jeunes femmes, par exemple. C'est pas faux. Voilà, très très maladroit, très nul. Et en fait, je crains que pas mal de mes camarades garçons se soient trouvés dans les mêmes situations que moi. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les jeunes femmes étaient beaucoup plus douées que moi, mais on est tous confrontés, et ça c'est totalement universel, à l'apprentissage de ces relations à 2, à 3, la classe, les pairs, les amis, la famille. Et donc, tout ça, les pairs PAI-RS, pas les pairs... PERES. Et donc, je crois que ce qui fait l'universalité de ces bouquins et de ce qu'ils racontent, c'est le rapport à l'autre. Et c'est là où on est tous des débutants. Et c'est en fait, je pense qu'on peut dire que ce sont des livres d'apprentissage en vérité. Et ce qui s'enchevêtre avec ça, c'est la quête de soi, aussi la découverte de sa propre personnalité, où en fait, on est des piou-piou et on ne se connaît pas encore, on ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir aux situations, on ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir quand on est confronté aux autres. Et ça, il y a beaucoup de ratés quand même. Ah oui, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de crainte d'humiliation. Moi, mon livre est une liste, une succession d'humiliation, crainte, de honte rentrée. C'est assez désagréable. Et quand on réouvre ça, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si grave. Ouais, l'adolescence, c'est finalement la vie au banc d'essai, mais qui a une loupe grossissante à un moment, et on a l'impression que chaque micro-épreuve devient insurmontable au fur et à mesure. Ce qui était intéressant aussi dans cette interaction et dans cette découverte de la socialisation au moment de l'adolescence, c'est le fait de se dire qu'on est passé finalement de générations qui avaient cet apprentissage social et sociétal qui se faisait au fur et à mesure, à aujourd'hui un bouillon finalement de socialisation quand on est plongé en ligne, sur les réseaux sociaux, face à beaucoup de phénomènes. Alors, le cyberharcèlement, certes, mais pas que. Vous me disiez, Géraldine, en préparant cette émission, que justement, c'est peut-être pour vous ce qui faisait la différence avec les générations d'adolescents d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont cet élément de la socialisation qui est directement là. By design, ce sont des êtres sociaux. C'est une différence absolument gigantesque. Moi, j'étais seule dans ma chambre en train de pleurer pour me dire que personne ne pouvait me comprendre. Aujourd'hui, ces ados, en tout cas à partir de 13 ans ou plus, s'ils respectent les règles des réseaux sociaux... Je ne suis pas certaine, vu les derniers sondages qu'on a dévoilés dans l'école du futur, mais... Oui, mais moi, mon fils n'a pas de téléphone et j'essaie de repousser au maximum le moment où il va aller se baigner dans ce bain dont vous parlez, parce que
je pense que ça nécessite une maturité qu'on ne peut pas avoir trop jeune. Une maturité technologique, ils en manquent quand même aujourd'hui, ces ados. Oui. Moi, je crois qu'ils sont beaucoup plus doués, beaucoup plus forts que nous l'étions, puisque effectivement, oui, le petit garçon aussi, il était dans sa chambre. Il n'y a pas de différence pour le coup entre le petit garçon et la petite fille. Et je pense, Géraldine a raison, c'est une différence, mais on ne mesure même pas l'ampleur de la différence. Elle n'est pas. Moi, je vois très bien comment mes filles qui sont nées avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ce qui fait désormais notre entourage quotidien à toutes et à tous, sont très différentes et je pense beaucoup mieux armées. Il y en a une qui a 21 ans, il y en a une qui va avoir 18 ans, il y en a une qui a 16 ans. Mais j'étais nullissime à côté d'elle, à ces âges-là. J'étais un bébé. Alors peut-être parce que j'étais un garçon et que ce sont des filles. Je sais bien qu'il y a un décalage. Oui, alors ça, visiblement, en fonction des générations, ce qui n'a pas varié, c'est la maturité et l'âge de la maturité des filles. Donc, par exemple, mais Grégoire Borst, qui est un excellent neuroscientifique, qui nous rend souvent visite ici sur le plateau de l'École du Futur, l'explique absolument de façon scientifique et pragmatique. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait prouvé, mais pour le coup, face à ce bouillonnement que décrit Géraldine, bien évidemment, elles sont beaucoup mieux armées que je ne l'aurais été à leur âge, c'est une évidence. On va faire un petit peu de littérature fiction. On a la possibilité de le faire avec le roman, et vous le faites, Guy, notamment dans Toutes les histoires sont vraies. Si vous étiez ado aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhenderiez le monde ? Un Guy Birenbaum Gen Z, ça donnerait quoi ? Je ne sais pas, parce que pour le coup, tout ce qui est culturel et que je raconte et qui est très personnel sur le passé de ma famille, je ne sais pas du tout comment ça aurait retenti. Je ne sais pas répondre à cette question, et je crois même qu'il ne faut pas essayer d'y répondre. Non pas pour vous embêter, Marjorie, mais parce que on ne peut pas se plonger dans ce bain de la même manière qu'on n'est pas, quand on écrit à 46 ou à 61 ans, on ne peut pas être exactement comme on était à 12, à 14, à 16. Moi, je peux pas m'imaginer avec tout ça. Ce serait une uchronie. Oui, ce serait une uchronie. Et je crois. Alors, j'aime bien me poser cette question. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se serait passé pour François Mitterrand ou Jacques Chirac s'il y avait eu les réseaux sociaux ? Alors là, j'ai la réponse. Là, je sais donner la réponse. Je pense qu'ils n'auraient pas fait de mandat. Mais étrangement, certains secrets étaient peut-être un peu plus simples à garder dans les années 80 et 90 qu'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout, mais pour observer l'actualité, je crois que je pourrais même écrire de très jolis textes en imaginant, par exemple, des révélations qui ont eu lieu bien plus tard, parce qu'on a caché des secrets en matière politique dans ce pays, souvent. Avec les réseaux sociaux, ça aurait donné complètement autre chose. Mais à titre personnel, je ne saurais pas le faire. Une Géraldine Dormoy ado aujourd'hui, elle imaginerait ce monde comment ? J'aurais, comme Guy, beaucoup de mal à l'imaginer parce que j'ai un tel goût pour les réseaux sociaux et le fait de m'exprimer en ligne que je pense que je me serais forcément exprimée assez tôt. Et en même temps, j'aurais donc du coup été confrontée très tôt au regard de l'autre, aux critiques. L'un dans l'autre, je pense que de toute façon, moi, je suis très optimiste et j'ai tellement tiré plus de positif que de négatif d'Internet que je pense que ça m'aurait construite. Mais on se prend quand même des choses qui peuvent être désagréables. Donc je préfère pas pousser trop loin la réflexion. Pas d'uchronie sur ce plateau. Par contre, ce qu'on peut faire de façon là aussi très pragmatique, c'est se référer à votre compte Instagram, Géraldine. Il y a quelques jours, vous postiez justement ce post avec ces titres justement de littérature sur l'adolescence qui vous ont peut-être inspiré ou qui peuvent inspirer certains de vos lecteurs ou de vos lectrices, notamment des cornichons au chocolat, qui est un titre extrêmement particulier. Moi, je vais vous faire une confidence, je me souviens très bien de ce livre, non pas pour l'avoir lu au moment où j'étais adolescente, mais pour l'avoir trouvé dans la chambre d'une de mes sœurs aînées, avec laquelle j'ai 10 ans d'écart, en étant fascinée par ce titre, en me disant mais qu'est-ce que sont que ces cornichons au chocolat ? C'est un titre de la littérature adolescente qui a fait date.
Oui, et je pense que c'est un genre à part entière, en fait, le récit d'adolescence, le roman autour de ça. Et moi, je suis issue d'une génération qui a été très marquée par Des cornichons au chocolat, qui était écrit par une certaine Stéphanie. Et on a su bien plus tard que c'était en fait Philippe Labro qui avait écrit ce livre. Alors, ça nous a un peu brisé le mythe quand on l'a su. Finalement, moi, j'en parle dans le livre pour dire que y a quelque chose de rassurant là-dedans. C'est que moi, je me disais que j'avais depuis très longtemps, adolescente, j'avais déjà envie d'écrire un livre et je me disais, je vais écrire sur mon adolescence, puisque c'est ce que je connais. Et j'écrivais des trucs que je trouvais nullissimes par rapport à Des cornichons au chocolat. Et bon, quand on sait qu'en fait, c'était pas écrit par une jeune Stéphanie, c'était écrit par quelqu'un de beaucoup plus aguerri, qui avait du recul, on se dit que, oui, c'est pas si facile d'écrire sur sa propre adolescence et que le recul des années aide quand même. Mais il n'y avait pas que... il y a le grand classique, ce sont les Claudines, et, de Colette, et en particulier Claudine à l'école. Mais au Bonheur des Dames, quand j'ai parlé de ce post sur mon compte Instagram, j'ai eu plein de réactions de filles de plein d'âges différents, parce que au Bonheur des Dames, c'est quelque chose qui parle, c'est un roman sur la féminité. Donc, quand on a sa féminité en construction, ça a beau être un roman du 19e siècle, ça continue de nous faire vibrer et de déclencher plein de choses dans son rapport aux hommes et à l'amour et à la mode. À la mode, absolument, et cette part d'universalité. Désormais, après Des cornichons au chocolat, il y a L'âge bête pour Géraldine Dormoy chez Robert Laffont. Toutes les histoires sont vraies pour Guy Birenbaum aux éditions Braquage. Cette adolescence accélérateur de particules, d'expériences, de connaissances et de prise de conscience. On continue à en parler dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Guy Birenbaum pour Toutes les histoires sont vraies. C'est aux éditions Braquage. Géraldine Dormoy pour L'âge bête aux éditions Robert Laffont. On est aussi en compagnie de Sarah Léon qui vient de nous rejoindre. Sarah, vous êtes doctorante en lettres et musicologie, notamment à l'ENS à Paris. Vous allez nous parler de ce très beau prix Clara, les ados qui écrivent pour les ados. Évidemment, Amélia Matar est avec nous parce qu'Amélia a une idée derrière la tech.
Et cette idée aujourd'hui, elle continue à émailler notre thématique du jour, celle du roman. Comment parler du cyberharcèlement en littérature ? Oui, j'ai eu la chance de récemment rencontrer Sophie de Villenoisy et de découvrir son œuvre. Cette romancière s'est fait connaître en 2016 avec son premier roman « Joyeux suicide et bonne année » aux éditions Des Noël. Gros succès de librairie actuellement en adaptation au cinéma. Son dernier livre, Troll Me Tender, paru en février aux éditions Erol, nous permet de suivre deux catégories de personnes dont on entend souvent parler, mais qu'on connaît finalement assez peu de l'intérieur, les influenceurs et leurs trolls. Absolument, il faut vraiment savoir réussir à les définir, à comprendre aussi quel est leur rôle. De quoi parle vraiment ce roman ? Alors ce roman, qui est véritablement ce qu'on appelle un page-turner, prend place dans un collège difficile de Gonesse. Alors avant de poursuivre, petit retour à la réalité chiffrée de ces élèves et de leurs enseignants. L'état des lieux publié par l'ADEPE du ministère de l'Éducation nationale en février 2018 souligne le faible niveau des élèves scolarisés en éducation prioritaire à l'entrée du collège. Juste sur le français, qui est la matière en question dans ce roman, en début d'année scolaire 2015-2016, 60% des élèves de REP+, entrant en 6e, maîtrisaient la langue française, contre 83% dans les autres collèges publics. L'écart est colossal et ces chiffres s'incarnent avec brio dans ce roman. Pour avoir fait ma scolarité en ZEP, à l'époque on appelait ça ZEP, j'ai été saisie par la justesse du propos de Sophie de Villenoisy. Est-ce que c'est fidèle à la réalité que tu as connue ? Oui, tout à fait. J'ai retrouvé dans ce roman l'apathie générale, l'insécurité ambiante et la violence de ces établissements dans lequel se déroule en partie l'action. Dans ce roman, on suit le parcours d'Amandine Doucet, jeune enseignante de français, tout droit sortie de sa Normandie natale, littéralement parachutée dans cet univers qui ne ressemble en rien à ce qu'elle connaissait jusqu'à présent. Les déboires d'Amandine en tant qu'enseignante prennent franchement aux tripes. On vit avec elle la peur, la vulnérabilité et l'impuissance qui la tenaillent chaque jour, chaque heure. Sophie de Villenoisy écrit par exemple « À l'inverse des insectes attirés par la lumière, ces élèves ont l'air aimantés par la spirale sombre de l'échec, une marée noire qui, hélas, n'émeut pas grand monde. » Jusqu'au jour où Amandine Doucet, la jeune prof de français, prend conscience à quel point ses élèves sont galvanisés par les stars des réseaux sociaux. À l'évocation d'une influenceuse en vogue particulièrement écervelée, Sandra Fétou, elle voit ses élèves sortir soudainement de leur torpeur et réussir à formuler des opinions et des phrases plus intéressantes qu'à l'ordinaire. Elle parvient même à amuser la galerie avec quelques saillies bien trouvées contre l'influenceuse. Notre jeune enseignante s'intéresse alors de plus près à Sandra Fétou et page après page, nous l'observons se transformer en véritable troll de l'influenceuse dans une espèce de croisade qu'elle pense mener pour ses élèves. Et il s'avère qu'elle excelle dans cette activité de troll, malheureusement. Je vous lis un extrait. Personne pour lui couper la parole, hurler quand elle parle ou se lever sans raison. C'est même tout le contraire. Sur la toile, on la lit avec plaisir, on l'applaudit et on l'encourage même à poursuivre. Elle n'a qu'à réfléchir, observer, chercher le point faible, laisser mûrir sa rage, la cueillir et l'offrir comme un fruit empoisonné prêt à être dégusté. Je ne vous dis pas la suite, mais j'ai trouvé ce roman extrêmement riche d'apprentissage sur la psychologie probable d'un troll. Un peu comme Virginie Despentes dans Cher Connard, Sophie de Villenoisy nous permet d'entrer dans la pensée de ceux que la société considère comme étant du mauvais côté. Ça veut dire qu'on peut tous être le troll de l'autre. Oui, et ce roman nous permet de mieux appréhender, sans les excuser, les motivations, les pensées, les projections qui conduisent une personne d'apparence normale à sombrer dans un harcèlement destructeur, pensant parfaitement légitime son action pernicieuse. En parallèle, Sophie de Villenoisy nous installe aussi dans les pensées de ladite Sandra Fétou, l'influenceuse, et c'est tout aussi criant de réalisme. Rappelons au passage qu'en septembre 2021, le Wall Street Journal avait publié une étude confidentielle révélée par la lanceuse d'alerte française Hogan, qui rendait publiques les conclusions sur les méfaits d'Instagram sur les jeunes filles. Le résultat était dramatique. Instagram serait délétère pour la santé mentale d'une ado sur 3, donc 32%. Alors Sandra Fétou n'est plus une adolescente, mais on prend la mesure de la dangerosité des réseaux sociaux sur des profils fragiles, et ils sont très nombreux. L'influenceuse décrit son téléphone comme son héroïne, sa drogue, et chaque minute de sa vie la plus intime est pensée pour se conformer aux algorithmes et à la génération du plus de likes possible. Sophie de Villenoisy décrit à merveille cette objectification sexuelle de la femme qui est monnaie courante en ligne. L'influenceuse enseigne régime, liposuction, maltraitance esthétique en tout genre, pourvu que son corps génère encore et encore plus de likes. Ça en donne le tournis. Vous l'avez compris,
J'ai beaucoup aimé ce livre. Sophie Devinoisy est une romancière géniale et elle s'attaque dans ses lignes à un sujet de société majeur. Je vous le dis, je pense qu'enseignants et adolescents gagneraient beaucoup à lire ce livre. Je pense que je vais le lire, moi, tout de suite après cette émission. Guy et Géraldine, c'est une question qui est très intéressante que nous pose là, justement, Amélia. Évidemment, l'influence sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les ados vivent avec. Géraldine, vous faites partie, je vous le disais tout à l'heure en ouverture de cette émission, des influenceuses positives parce que vous allez aussi imprégner les réseaux et notamment Instagram d'une patte et d'un ton un peu différent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on est ado, on doit, là aussi peut-être quelquefois se méfier du bon grain de livret de l'influence en ligne? Comment est-ce qu'on peut repérer des personnalités qui en ligne vont nous faire progresser sur des sujets, vont nous permettre aussi de pouvoir apprendre autre chose? Je crois que c'est comme on parlait des pornos au début de l'émission, en fonction du ressenti de chacun. Et donc, face à son enfant, ça va être d'essayer de comprendre comment lui perçoit les choses et de lui rappeler que non, c'est peut-être pas exactement comme ça que le rapport à la vérité n'est peut-être pas exactement ce que tu crois. Moi, mon fils de 11 ans me confronte à la fake news, plus qu'il y a des influenceurs, mais il y a aussi un rapport à l'information tout court et de mise à distance et de remise en question des messages qu'il reçoit. C'est tellement vaste comme sujet que, en fait, ça n'est que par le dialogue, j'ai l'impression, et par une certaine ouverture de notre part aussi, de lui dire bon alors, t'as vu quoi? Déjà, le simple fait de retrouver la vidéo en question, le post en question, et de le regarder, ça remet déjà les choses à plat parce que entre ce qu'il lui a perçu et ce que nous on voit, c'est souvent différent. Sur ces phénomènes aussi de fake news et d'information, Guy, vous avez beaucoup travaillé la question, parce que je le rappelle, non seulement vous êtes toujours, on est toujours journaliste dans l'âme. J'allais dire vous êtes un ancien journaliste. Non, on est toujours journaliste dans l'âme. Mais surtout, vous avez connu toutes les disruptions finalement technologiques. Vous avez été un des premiers blogueurs de France avec une influence absolument dingue à ce moment-là. Je dis à ce moment-là parce que c'était une forme d'influence très particulière. Elle était finalement à sens, j'allais dire ascendant. On venait consulter votre blog. Aujourd'hui, la problématique des influenceurs et des influenceuses, c'est qu'ils inondent l'ensemble des plateformes. Donc, l'influence et la possibilité d'être parfois confronté à des informations qui ne seraient pas tout à fait vraies, elle est différente, elle est diffusée de façon aussi plus tentaculaire. C'est pas seulement tentaculaire, c'est que le problème en vérité, c'est que c'est dans la poche de tout le monde. Et que si on n'a pas pris soin de retirer les notifications, alors si je peux donner un conseil aux gens qui nous regardent, c'est qu'évidemment on n'a pas de notification de réseaux sociaux dans son téléphone, ou alors c'est qu'on veut très mal finir. Donc, je vais très mal finir. Voilà, je viens de l'apprendre. Marjorie, ça fait longtemps que je vous le dis. Tout à fait. Et donc en fait ces vibrations qui sont de véritables shoots provoquent, les neuroscientifiques le disent d'ailleurs, on sait très bien de quoi on parle, c'est de la dopamine. Alors il y en a qui vont chercher des likes, mais il y en a aussi qui vont chercher le contraire. Et je pense que le fait que ces informations vraies, fausses, ces émotions, ces images, tout ça vous arrive dans la poche, c'est très très différent de ce que moi j'ai vécu au début. Alors après, j'en ai pris, comme Géraldine aussi, plein la poire sur les réseaux sociaux. J'ai vécu le racisme, l'antisémitisme. Enfin, j'ai traversé toutes ces périodes-là jusqu'à m'en casser la gueule en vérité, parce qu'il y a un moment où ça n'est plus supportable. Et donc j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça. Et pour mes filles, alors elles avaient papa à la maison dont le métier justement, c'était de raconter dans le poste de radio ce qui était vrai et ce qui était faux, et pourquoi il fallait faire attention à ce qu'il y a sur Internet. Donc elles ont été dressées, j'emploie ce terme à dessein, à une sorte de méfiance presque atavique, puisque moi je mettais en garde tous mes auditeurs en permanence en disant faites attention, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça. Donc elles ont été formées comme ça. Donc je suis assez... elles savent très bien différencier le vrai du fake, enfin il n'y a pas besoin de débunker grand chose, elles sont très malines. Mais en revanche, je pense que chez des gens
qui n'ont pas cette chance et qui n'ont pas eu ce type d'éducation ou qui n'ont pas les moyens tout simplement parce que eux-mêmes ne sont pas agiles, parce que tout le monde n'est pas agile devant et tout le monde il n'y a pas d'égalité devant ça. C'est un vrai problème et c'est grave. Oui, c'est grave. Absolument. Et ça souligne encore une fois le rôle majeur de l'éducation en matière de reconnaissance des fausses nouvelles et des informations tout court. Ce burn-out numérique, on peut l'appeler comme ça ? Non. On ne peut pas l'appeler burn-out numérique ? Il n'y a pas de burn-out numérique. Alors moi, j'insiste toujours là-dessus. Moi, j'ai fait une dépression. Et en fait, ce que vous appelez, Marjorie, le burn-out numérique, c'est un symptôme. En fait, il y a plein de raisons qui font qu'on va s'écrouler. Et parmi ces raisons, mais comme d'autres, il y avait trop d'Internet. Mais il y avait aussi trop de courses à pied. Personne ne m'a jamais dit que j'avais fait un burn-out de course à pied. Pourtant, j'ai couru 7 km par jour pendant 7 ans. Et personne m'a dit, c'est trop d'endorphines, c'est pas bon pour ce que tu as. En revanche, tout le monde dit, oui, mais c'était lié à Internet et aux réseaux sociaux. Non, donc il y a des symptômes. Et parmi ces symptômes, je pense que quelqu'un qui passe trop de temps connecté, c'est qu'il y a un petit souci. S'il passe plus de temps à parler à des inconnus qu'aux gens qui l'entourent et avec qui il habite, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est pour ça que c'est pas un burn-out numérique, c'est un élément qui permet de comprendre. On est dans le symptôme. Soyez connectés, mais connectés aussi à la réalité. C'est ce qu'on va garder notamment de cette partie. On va continuer à parler de ces symptômes, mais des symptômes joyeux de l'adolescence. Justement, comment en parler, comment écrire sur l'adolescence. Les ados écrivent pour les ados. On le découvre tout de suite dans la deuxième partie de cette émission avec le prix Clara. Et pour en parler, on est toujours en plateau, évidemment, avec Géraldine Dormoy, Guy Berenbaum. Sarah Léon nous a rejoint en duplex. Sarah, vous êtes doctorante en lettres et en musicologie à l'École normale supérieure de Paris. Vous avez été lauréate du prix Clara en 2012 pour Mon Albon, cette nouvelle formidable. Vous avez aussi désormais intégré les jurés du prix Clara. Ce prix Clara, c'est un très joli prix, encore une fois, où les adolescents écrivent pour les adolescents et les adolescentes. Ce sont les éditions Héloïse d'Ormesson qui ont tenu à créer ce prix en 2006 en mémoire de Clara, décédée subitement des suites d'une cardiopathie. C'était à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'adolescents et d'adolescentes dans le monde de 13 à 18 ans qui ont pu participer à ce concours d'écriture. Lorsque vous étiez une, justement, des candidates à ce prix en 2012, vous avez candidaté avec quelle motivation, justement, Sarah ? Alors, déjà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler du prix Clara ici, parce que c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur et qui me suit depuis une bonne partie de ma vie maintenant, puisqu'effectivement, moi, je me souviens avoir découvert le prix Clara à 14 ans, donc vraiment en pleine adolescence, quoi. Et j'ai remporté le prix à 17 ans. Et j'ai fait, entre-temps, j'ai proposé 3 nouvelles. Je me suis présentée 3 fois. Et je dirais que j'avais principalement 2 motivations à ce moment-là. L'une, c'était mettre un pied, si je peux dire, dans le monde de l'édition, avec l'idée qu'une première publication pourrait ensuite potentiellement me mener à d'autres. Et aussi, et peut-être surtout, ce qui comptait pour moi, c'est que c'était un prix qui permettait de rencontrer d'autres adolescents qui partageaient les mêmes intérêts que moi, à savoir la lecture et l'écriture, parce que tout ça correspondait à une période un peu difficile, des années de collège-lycée, où je pouvais me sentir personnellement, et je pense que je n'étais pas la seule, assez isolée, assez à l'écart, parce que ne partageant pas forcément les goûts de la plupart de mes condisciples. Et pour moi, rencontrer d'autres personnes de mon âge avec qui partager mon goût pour l'écriture, mon amour de la littérature, c'était très très important. Et puis ça a marché, hein, c'est ce que m'a permis de faire ce prix. Absolument, ça a très bien marché grâce à Mon Albon. C'était donc en 2012. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Vous faites partie de l'équipe des jurés. Et quels jurés pour ce prix Clara? On va en citer quelques-uns, évidemment. Éric Orsena, notamment François Dufour, Isabelle Lebray, Bernard Lehu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la jurée du prix Clara peut penser de ces nouvelles d'adolescents? Comment est-ce que... Vous avez beaucoup d'indulgence, j'imagine, quand même, pour être passé par leur expérience à eux avant de pouvoir décerner ces prix?
Oui, ben pour moi, c'est vraiment formidable d'être passé de l'autre côté et de pouvoir lire les nouvelles avec beaucoup d'empathie, forcément. Je dirais que forcément, je reconnais beaucoup celle que j'étais dans certaines des nouvelles que je lis. Alors bon, soyons clairs, beaucoup de nouvelles qu'on reçoit ont des thématiques assez sombres. On sent que l'adolescence est un âge souvent assez torturé. Et bon, voilà, je sais que j'étais comme ça à l'époque aussi. Je sais que mes autres camarades qui ont été lauréats également. Donc, il y a beaucoup. On voit aussi tout ce qui. Comment dire les grandes thématiques qui agitent les générations. Et ça, c'est par vague. À certains moments, on a eu beaucoup de choses, par exemple, sur l'immigration, l'intégration des personnes immigrées. On a eu sur l'écologie, on a eu sur la guerre. Enfin, on a toutes ces grandes thématiques dont les adolescents s'emparent. Et c'est vraiment passionnant d'avoir leur regard. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive à dégager finalement un cahier de tendance de l'engagement des adolescents en fonction de leur génération, en fonction aussi du contexte, j'imagine, sociétal et environnemental dans lequel ils s'écrivent. Aujourd'hui, on peut se dire que la Gen Z, on va essayer d'aller loin et au-delà de l'image d'Épinal, bien évidemment, mais est particulièrement engagée, veut faire rimer justice sociale et environnementale. Guy, Géraldine, quand vous étiez ado, moi j'ai la réponse parce que j'ai lu le livre, qu'est-ce qui vous préoccupé en particulier, vos envies d'engagement, de dépassement de soi et de votre génération, elles se portaient sur quoi? Moi, je voulais être Adriano Panatta. Qui est qui était le plus beau joueur de tennis que j'ai jamais vu de ma vie, donc a gagné Roland Garros en 1976. Il sauve une balle de match au premier tour contre Pavel Utka. Voilà, ça c'est pour faire un peu étalage de ma science. Donc moi, j'ai été prof de tennis. J'ai commencé à 16 ans et demi ou 17 ans, j'enseignais le tennis et j'aurais voulu, non pas être un artiste, mais j'aurais voulu être pro au tennis. Et alors, il se trouve que vers l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais approché par un sport-études. Et c'était à peu près au moment où je devais passer le BEPC, ça s'appelait comme ça. Et, brevet des collèges. Voilà, et donc maman et papa ont dit non. Voilà. non. Donc voilà, alors comme je ne fais qu'1m70, 71, je pense pas que j'aurais fait une très grande carrière, parce qu'on voit comment ils sont gaulés. Quoiqu'à l'époque, il y avait des joueurs, pas forcément, il y avait des physiques aussi. Voilà, donc moi, très clairement, j'avais pas d'engagement écologiste à l'époque, je pense que ça n'existait pas. Il y avait René Dumont, avec son pull vert. J'étais pas politisé en fait, alors même si j'ai vu mai 68 sous mes fenêtres, mais c'était pas ça, c'était vraiment le sport, le tennis, voilà, c'était mon truc. Géraldine, pour vous, c'était aussi avant tout une question, on pourrait dire nombriliste, mais c'est pas que le nombrilisme d'adolescence. On a besoin de passer par cette phase d'égoïsme pour mieux se connaître soi, tâtonner, essayer de comprendre l'adulte vers lequel on va, pour ensuite pouvoir s'engager. Oui, ou disons qu'on a peut-être des tempéraments et comme Guy, j'étais pas du tout, je n'étais pas engagée, je n'ai jamais souhaité l'être. Je parle très peu de l'actualité, j'ancre très peu mon livre dans l'actualité. Je suis de la génération qui a été extrêmement marquée par la chute du mur de Berlin, par exemple. Je ne sais même plus si j'en parle dedans, même si ça m'a évidemment touchée. Ça touche à la question des rôles modèles et moi j'ai été quelqu'un d'extrêmement matérialiste. Finalement, je viens d'une génération qui a bouffé des top modèles à un point qui est difficile à imaginer aujourd'hui parce que la génération des ados d'aujourd'hui, elle a des engagements qui peuvent paraître beaucoup plus nobles, même s'il y a toujours des préoccupations matérialistes par beaucoup de gens. Il y a aussi quelque chose qui dépasse ça, et tant mieux. Absolument. Sarah, je reviens vers vous parce que après justement le prix Clara, vous avez écrit votre tout premier roman, Wanderer, publié et sélectionné pour le Goncourt. C'était en 2016. Le prix Clara, est-ce qu'on peut dire que c'est une prépa écrivain et écrivaine? Alors, je pense que oui, tout à fait. Pour être parfaitement honnête, en fait, ce roman, j'avais déjà commencé à l'écrire au moment où j'ai eu le prix Clara. C'était un travail un peu de longue haleine. Donc c'était vraiment en parallèle. Mais par contre, si j'ai eu cet aboutissement, je pense que c'est effectivement en partie grâce au prix Clara, puisque c'est là que j'ai pu rencontrer Héloïse Dormesson, qui est donc devenue mon éditrice, qui ensuite a accepté mon roman quand je lui ai présenté.
Et donc c'est vraiment ce qui, en fait, le prix Clara m'a vraiment propulsée vraiment au-delà de mes espérances, je dirais. Et si justement vous voulez vous-même ici candidater pour le prix Clara, les inscriptions vont très bientôt se rouvrir puisque les derniers prix Clara ont été décernés à la fin de l'automne 2022. En effet, les candidatures seront bientôt ouvertes à nouveau pour ce prix Clara. Je vous garde pour la fin de l'émission évidemment Sarah. Je voulais juste faire réagir encore une fois Guy et Géraldine parce que Géraldine, écrire sur l'adolescence, c'est aussi une méthodologie si j'ose dire. En tout cas, vous délivrez des masterclass sur le sujet aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre d'abord pour moi parce que j'avais envie de partir à la rencontre de celle que j'étais, mais j'avais envie d'entraîner avec moi ma communauté en ligne parce que quand on lit sur l'adolescence, ça nous replonge dans la nôtre et mes lectrices ont effectivement réagi de telle manière que j'ai senti qu'il y en avait beaucoup qui étaient attirées par le sujet, mais qui en même temps avaient de si mauvais souvenirs de l'adolescence qu'elles ne voulaient surtout pas réouvrir le dossier. Et en fait, j'avais envie de leur dire, mais si vous en avez envie, attention, c'est qu'il y a sûrement des choses qui ne sont pas réglées. Et on sait qu'avec l'inconscient, eh bien, ce qui n'est pas réglé, ça vous revient. Le refoulé, tôt ou tard, vous revient comme un boomerang. Autant essayer de tirer les choses en partant du fil de ce qui s'est bien passé. Parce que même quand on a eu une adolescence douloureuse, il y a eu des bons moments, il y a eu de la joie. Et essayons de retrouver ça ensemble, de revenir sur vos pas et de voir comment est-ce que vous regardez ça aujourd'hui. L'âge bête, c'est aux éditions Robert Laffont, c'est écrit par Géraldine Dormois. Toutes les histoires sont vraies par Guy Birenbaum aux éditions Braca. Je vais aussi citer celle qui est l'autre autrice de cette table, évidemment Amélia Mattar, avec Comment naissent les mamans aux éditions Erol. Et puis Sarah, Léon, on vous retrouve évidemment dans vos écrits. On espère pouvoir vous lire à nouveau très bientôt, notamment aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc si je comprends bien, l'adolescence, cette période de la vie qu'on a hâte d'aborder quand on est enfant, qu'on aimerait bien quitter plus vite que prévu quand on la vit et qu'on regrette parfois, avec nostalgie, quand on est adulte. On en a parlé avec vous aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Et nous, on se retrouve dès demain avec un tout dernier cadeau de Noël. Vous verrez dans l'École du Futur.